Ah, vous êtes là. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Pauvre petit être que nous sommes. Non, ce n'est pas la fin. Pas encore. Non. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a encore de la vie. À ce propos, laissez-moi vous raconter Nous sommes au mois de décembre, dans la petite ville de Magie-les-Bains, en Haute-Savoie. Emma, 10 ans, était allongée sur son lit d'hôpital. Cela va faire 3 mois maintenant. Emma regarda le plafond de sa chambre. Elle prit une grande inspiration. Elle expira, puis porta le stylo qu'elle tenait dans la main à sa feuille et commença à écrire. Cher Père Noël, je m'appelle Emma et j'ai 10 ans. Il y a quelques mois, alors que je jouais dans le parc avec mes amis, j'ai été pris d'une violente quinte de toux. On m'a emmené à l'hôpital où on m'a diagnostiqué une terrible maladie qui pourrait m'emmener auprès des anges, comme me disent les docteurs. Emma s'arrêta un instant. Des larmes commencèrent à perler sur ses joues. Elle reprit la rédaction de sa lettre. Père Noël, je ne veux pas de jouets. Je veux seulement pouvoir rester auprès de maman et danser à la fête de l'école. J'aime tellement danser. Mais mes jambes ne me portent presque plus. Emma pleurait à présent, à chaudes larmes, dont quelques-unes tombèrent sur la lettre. Elle reprit à voix haute. S'il te plaît, Père Noël, j'ai besoin de ta magie. Je ne veux pas mourir. Emma posa son bras sur ses yeux et sanglota. Elle hoquetait, tout en répétant presque dans un murmure sa dernière phrase. Je ne veux pas mourir. Ses sanglots résonnaient dans la chambre et semblaient même résonner dans la petite ville obscure de Magie-les-Bains, alors qu'une tempête de neige faisait rage dehors. 1 heure plus tard, alors qu'une infirmière de garde pénétrait dans sa chambre, elle aperçut la petite fille endormie et son stylo et la lettre toujours contre elle. La jeune femme se pencha vers elle et récupéra la feuille qu'elle s'empressa de lire. Au fur et à mesure de la lecture, ses yeux se remplirent de larmes. Elle porta la main à sa bouche, comme pour étouffer un sanglot. Lorsqu'elle eut terminé, l'infirmière s'essuya le nez, se pencha lentement vers Emma et posa un baiser sur son front, avant de placer la couverture sur elle. La femme se releva. Elle posa le stylo sur la table de chevet de l'enfant, puis, le plus discrètement possible, quitta la chambre d'Emma. Arrivée à son bureau de garde, la jeune femme fouilla dans un des tiroirs et en ressortit une enveloppe. Elle griffonna quelques mots dessus et glissa la lettre, puis se leva avant de quitter la pièce. Près de l'entrée, elle revêtut un long manteau de fourrure et s'engouffra dans le froid glacial de la nuit. Elle était gelée, mais elle pensait fort à Emma et à sa lettre. Au bout d'une minute de marche qui sembla durer une éternité, elle atteignit la boîte aux lettres. Elle prit une grande inspiration, releva le capot et laissa glisser l'enveloppe dont la lueur de la lune vint éclairer les mots qu'elle avait griffonnés plus tôt. Pour le Père Noël. Les semaines passèrent et la maladie d'Emma empira. La ville était maintenant recouverte d'un blanc manteau de neige. À croire que le ciel aussi pleurait de toutes ses larmes. À quelques kilomètres de là, Jonathan roulait dans sa petite berline noire en direction du nord. Il n'avait pu prendre le train comme prévu, car il avait été retardé au travail. Il avait donc dû se résoudre au dernier moment à prendre sa voiture et emprunter les routes enneigées. Mais il espérait quand même pouvoir arriver à l'heure, ce soir. Ce serait, pour lui, l'occasion de revoir ses enfants, maintenant grands, après presque un an, passé si loin d'eux. Perdu dans ses pensées, l'homme ne perçut pas les lapins aux abords de la route qui traversèrent soudainement. Pris par surprise, il enfonça la pédale de frein. Mais, au lieu de simplement ralentir, la voiture commença à déraper. Maintenant, coûte que coûte le volant, l'homme essaya de maintenir sa trajectoire. Mais, trop tard,
La voiture n'adhérait plus au sol et vint se planter dans le fossé. Jonathan sortit difficilement du véhicule et observa les lapins qui gambadaient à présent joyeusement dans le champ. Les bâtards. Putain! Pesta-t-il avant de lâcher un petit cri de douleur alors qu'il se tenait le haut du crâne. Soudain, un grondement se fit entendre derrière lui. Un pick-up noir s'approcha. Vous avez croisé des lapins, vous, déclara un homme en regardant l'accidenté, et le champ dans lequel s'étaient réfugiés les lapins. Les bâtards. La personne qui s'était adressée à lui avait une quarantaine d'années. Il portait un manteau quadrillé ainsi qu'une casquette. À côté de lui se trouvait un homme, un peu plus enveloppé, mais dans les âges similaires. Sur les genoux de ce dernier se trouvait un fusil de chasse et des munitions. Jonathan acquiesça d'un signe de tête et s'approcha du pick-up. « Vous pourriez me sortir de là ?» demanda-t-il. « Bien sûr !» répondit le chasseur avant de se tourner vers le siège passager. Bernie a bien une chaîne qu'il avait utilisée pour sortir le vieux Willy derrière. Son ami acquiesça. Il se tourna de nouveau vers Jonathan et reprit. « On va pouvoir vous décoter ça, mon pote. Vous allez loin ? Je me rends chez ma fille pour le réveillon. Elle habite à Chantauvent. Vous avez pas de chance, reprit l'homme. Plus loin, la route est complètement bloquée. Et les déneigeuses sont occupées dans la commune voisine. Est-ce que j'ai entendu ? Elles en ont pour un petit bout de temps. C'est qu'il neige depuis presque un mois maintenant. Enfin, montez à côté de la bête. On va vous emmener en ville, c'est pas très loin. Et Bernie s'occupera de rapatrier votre véhicule. Le chasseur désigna le coffre à ciel ouvert. Dans celui-ci se tenait un grand drap blanc, enveloppant une masse quelque peu imposante, où ressortait une petite queue poilue. La mienne, l'accidenté grommela, n'appréciant guère l'idée de se savoir à côté d'un animal mort. Mais il s'exécuta lorsqu'il sentit le froid s'engouffrer sous ses vêtements. Quelques minutes plus tard, le pick-up arriva au niveau d'un panneau recouvert de neige, sur lequel on pouvait lire « Nager-les-Bains ». « Vous voilà arrivé dans notre belle petite ville », annonça le chasseur d'une voix enjouée. « D'ici, il vous faudra encore 4 ou 5 heures pour arriver à Chantauvent. Mais t'as dit que vous aurez dû partir en train. »« C'était prévu, » répondit Jonathan. « Cependant, j'ai été retardé par un malade. »« Ah ça, on a partout des tarés. Même ici. Hein, Fred ?» lança le conducteur à son camarade de route. Oui, non. En fait, je parlais de vrais malades. Je suis docteur. Chirurgien, pour être précis. Je vois. Pas trop grave, j'espère. Le chirurgien ne répondit pas. Il avait le regard dans le vide. Il repensait à ce malade dont il avait dû s'occuper. L'opération devait durer 2 heures. Elle en avait duré 10. 10 heures durant lesquelles l'homme avait souffert pour au final mourir sur la table d'opération. Cela faisait partie de son quotidien, mais ça n'en restait pas moins difficile. En voyant le médecin perdu dans ses pensées, le conducteur décida de le laisser tranquille. Ils s'arrêtèrent devant un grand bâtiment. « Voici la salle des fêtes », lança le chasseur. « Pour les fêtes, on prépare des boissons chaudes et des biscuits pour les gens. Ça vous fera du bien. Fred est parti voir Bernie pour votre voiture. » Le médecin le remercia. Ils s'engouffrèrent ensemble par la grande porte battante, remplaçant le froid de l'extérieur par la douce odeur de biscuits épicés et de chocolat chaud. Le chauffeur est là alors un homme au costume qui se dirigea précipitamment vers eux. « Monsieur le maire, des nouvelles des déneigeuses ? Cet homme a besoin de traverser la ville pour rejoindre sa fille. »« C'est la merde !» répondit le maire. « Une des déneigeuses est en panne et l'autre s'est embourbée. On n'aura rien avant demain. Je suis désolé, Jamie. Je dois me rendre à l'hôpital plus vite. »« C'est votre fille ? » demanda le chasseur avec un air triste. Le maire acquiesça. « Sa situation se dégrade encore, » reprit-il. « Peut-être même qu'elle ne passera pas les... » Les mots se bloquèrent dans sa gorge et laissa place à des sanglots. Jamie se tourna vers le médecin et lui expliqua. « La fille du maire, Emma, elle a 10 ans et souffre d'une terrible maladie. Les médecins sont désemparés. Ce n'est qu'un petit hôpital ici. Et le personnel compétent est bloqué à cause des intempéries. » Jonathan se tourna vers le maire. « Monsieur le maire, je suis désolé. Écoutez, si jamais je peux faire quelque chose pour vous... » Le maire releva la tête, les yeux encore humides. « Merci. Vous êtes... » Docteur Jonathan. Je suis chirurgien. Pour la première fois depuis des mois, le visage du maire sembla s'illuminer. Pour la première fois depuis des mois, il se mit à croire. C'était la veille de Noël, l'instant de tous les miracles.
Le maire acquiesça et attrapa le médecin par le bras, le conduisant à l'hôpital. Ce dernier, en effet, n'était pas très grand. Tout au plus une dizaine de chambres et autant de personnel, tout corps de métier confondu. À peine rentré, le maire fut interpellé par une hôtesse d'accueil. « Elle a été emmenée en salle d'opération », déclara-t-elle en lui faisant signe de les suivre. « Ses signes vitaux sont en chute libre. Un caillot s'est formé dans son poumon droit. » Jonathan se figea soudainement. « Un caillot ?» répétait-il presque pour lui. Il revit à nouveau l'homme qu'il avait opéré la veille. Celui-ci avait dû subir une opération pour extraire un caillot d'un de ses poumons. Le regard de Jonathan s'arrêta sur une des décorations de Noël qui étaient disséminées dans le couloir. Cela ne pouvait être une coïncidence. Le destin l'aurait-il envoyé ici pour lui donner une seconde chance? Pour sauver cette petite fille? « Madame, je vais avoir besoin d'une blouse, d'un masque et de gants, lança-t-il à l'hôtesse d'accueil. Elle se retourna vers lui et demanda interrogative. « Excusez-moi, vous êtes... » « Docteur Jonathan, je suis chirurgien. » Le regard de la femme s'illumina, de la même lueur que les yeux du maire. « Venez, » dit-elle en relevant la tête, les yeux scintillants et un sourire aux lèvres. Pressant le pas, elle conduisit le médecin vers le vestiaire d'où elle sortit une blouse, avant de le conduire lui et le maire vers la salle d'opération. À l'intérieur, un médecin en tenue secouait la tête, un instrument coupant à la main. À la vue des nouveaux arrivants, il reposa son scalpel et sortit de la pièce. « Je suis désolé, monsieur le maire, » lança-t-il à l'intéressé. « Le caillot est bloqué dans une des alvéoles pulmonaires et je ne peux pas l'attendre. J'aimerais vraiment, mais... je suis une merde. » Et le médecin commença à sangloter. Il avait l'air désemparé. Il faut dire que dans la petite ville de Magie-les-Bains, tout le monde se connaissait, ce qui ne rendait les choses que plus difficiles dans ces moments-là. Jonathan posa les mains sur les épaules de son compère. « Depuis combien de temps le caillot a-t-il obstrué ses voies ?» demandait-il vivement. « 4 minutes tout au plus. J'ai retardé la remontée autant que possible, mais... je suis une merde. » Jonathan se retourna alors vers le maire. « Alors, il reste un espoir. » lâcha-t-il avant de s'engouffrer dans la salle d'opération et de revêtir un masque et des gants. Il fut bientôt suivi par son collègue, laissant dehors le maire et l'hôtesse. Celui-ci la regarda dans les yeux. Il avait vu sa lueur lorsque Jonathan s'était présenté à elle. « Vous avez vu, vous aussi ?» lâcha-t-il dans un soupir. « Oui, » répondit-elle, en regardant les vitres de la pièce où les deux médecins s'attelaient à l'opération. Tout ce temps espéré, et voilà que la veille de Noël, cet homme arrivé. Peut-être que les miracles existent après tout, termina le maire en regardant à son tour. À l'intérieur, Jonathan et le médecin de l'hôpital débutèrent l'opération. L'opération s'avérait délicate. Il s'agissait de produire une incision au niveau des poumons afin d'extraire le caillot. Chaque minute comptait, et le moindre faux pas pouvait s'avérer fatal. Les mouvements de Jonathan étaient vifs et précis, peut-être plus qu'il ne l'avait jamais été. Tout en dirigeant son compère, il revit l'homme qu'il avait opéré plus tôt, son visage se confondant avec celui de la petite Emma. « Pas cette fois, se disait-il. Pas cette fois. » Alors que la nuit commençait à pointer, la ville était silencieuse, comme si elle aussi retenait son souffle. Le vent s'était tu et les flocons tombaient à présent paisiblement sur Magie-les-Bains. Il était maintenant 23h50. Dans une chambre de l'hôpital, une petite fille ouvrait les yeux. Des acclamations fusèrent de toutes parts. Emma tourna la tête et vit un groupe de personnes autour d'elle. Son père, les deux médecins, l'hôtesse d'accueil, ainsi que les deux chasseurs étaient présents. « Ouf !» Il y avait aussi Woofy, le jeune labrador. « Papa ?» lança Emma dans un souffle à peine audible. « Tout va bien, ma chérie, » déclara le maire à sa fille. « C'est fini. Le docteur Jonathan a extrait le caillot juste à temps. » Son père s'écarta, laissant la jeune fille voir le médecin en question. Voyant l'interrogation dans son regard interrogatif, le médecin s'empressa de dire « Je suis le docteur Jonathan. Je suis chirurgien. Je me suis retrouvé dans le fossé à l'entrée de la ville et me suis retrouvé bloqué en attendant de pouvoir rejoindre ma fille. » La petite fille comprit alors qu'il était tard et que son opération avait gâché les fêtes de Noël du chirurgien. « Désolé, » murmura-t-elle. « Oh, non, tu n'as pas à être désolé, » répondit Jonathan. « C'est moi qui dois m'excuser. » Le visage du médecin s'assombrit soudainement. La petite fille prit peur. Elle se redressa d'un coup. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix plus forte. En prononçant cette phrase, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle porta la voix à sa gorge et regarda le médecin d'un air interrogateur. « J'ai pu extraire le caillot, expliqua-t-il.
Cependant, il y a eu quelques complications. J'ai glissé et perforé un poumon. Une poche empêche le sang de se diffuser dans tout le corps, mais tu n'en as plus que pour quelques jours. Et ton larynx a été atteint. Je vais mourir ? Demanda-t-elle, bien qu'elle ait compris ce que Jonathan lui avait dit. Ma voix, Allons, ma fille, lança son père. Tu es encore avec nous ? Eh, c'est Noël. Les miracles existent. À ces mots, l'église de la ville sonna minuit, comme pour appuyer ses propos. Emma se ressaisit. Je ne pourrai peut-être pas danser à la fête de l'école, mais je vais pouvoir passer Noël avec vous. Et maintenant, avec ma voix, je peux enfin chanter du Garou. La jeune fille commença alors à pousser la chansonnette. Celui qui n'a jamais j'étais seul. Tout le monde rit de bon cœur. Les amis se prirent alors par la main et chantèrent ensemble du Garou, fêtant dans la joie cette magnifique nuit de Noël. Emma sourit, toussa du sang et rigola, chantant avec eux. Oui, les miracles existent. Oui, il reste encore de l'espoir. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace. Visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.